« Papa, je t'offre ce cœur pour te dire que je t'aime. Alors je t'offre ce poème. Je ne t'oublierai pas jusqu'à ma mort, Justine, mon très cher papa que j'aime. » Cette lettre est la dernière que Bruno ait reçue de sa fille Justine. C'était il y a 5 ans. Depuis, il se bat pour récupérer son enfant. En 1997, Bruno et la mère de Justine se séparent. Puis son ex-compagne meurt et Bruno récupère la garde de sa fille. Tout va bien, Bruno travaille comme ingénieur et refait sa vie avec Aurélie. De leur union naît Keira. Et là, Justine devient instable. Aurélie, sa belle-mère, essaye de lui venir en aide. Elle piquait des crises d'hystérie en se roulant par terre et en hurlant, ce qui n'est pas tout à fait avec un comportement un peu anormal pour un enfant de 9 ans. Le couple est désemparé. Bruno demande de l'aide aux services sociaux. Il ne se doute pas qu'il ne reverra plus jamais sa fille. Ce que nous voulions, c'était véritablement une solution tout à fait provisoire et en aucun cas une solution durable d'éloignement de Justine. Il y a 5 ans, un juge pour enfants décide que Justine doit être placée en foyer, puis en famille d'accueil. Bruno n'a plus le droit de voir sa fille, de lui écrire ou d'entrer en contact avec elle. Il manifeste depuis par tous les moyens pour essayer de retrouver Justine, y compris avec une banderole dans les rues de Paris. C'est une banderole que je sors depuis plusieurs mois dans Paris pour me plaindre de la disparition de ma fille Justine. Ça fait depuis 2005 que nous n'avons plus la moindre nouvelle de cet enfant. C'est équivalent, c'est tout à fait similaire à un rapt où nous n'avons pas la moindre nouvelle de Justine. Keira, qui a 5 ans, n'a quasiment jamais vu sa demi-sœur Justine. Ah, papa est tombé. Donc là, c'est la chambre de Justine, enfin son ex-chambre, puisque vraisemblablement, pas prête d'y revenir, malheureusement. J'ai gardé quelques-uns de ses cahiers de classe et de ses dessins, des choses qu'elle m'avait faites. Voilà, c'est son bilan de géographie dont elle était très fière. C'est le début de son CM1. Et puis, le juge a décidé qu'elle serait placée en foyer d'accueil à 50 km de l'autre côté de Paris, donc à plus d'1h15 de route de chez nous. Voilà. Aujourd'hui, Aurélie et Bruno regrettent d'avoir fait appel aux services sociaux. Ils étaient loin d'imaginer le cauchemar qu'ils allaient vivre. Il nous fallait une solution à ce moment-là. Nous n'avions plus le choix. Il nous fallait une solution. Mais on a rapidement plongé dans un climat, je dirais, de suspicion, où nous étions accusés de maltraiter cet enfant, de souhaiter la délaisser. En 2003, Bruno est soupçonné par les services sociaux de maltraitance envers sa fille. Mais Bruno a-t-il vraiment maltraité Justine ? Pour le savoir, nous avons posé la question aux services sociaux et à la famille d'accueil de la jeune fille. Ils ont refusé de nous répondre. Le tribunal pour enfants, saisi du dossier, a refusé lui aussi de nous répondre. Personne ne nous a permis d'approcher Justine, qui a aujourd'hui 15 ans. Pour récupérer sa fille, Bruno fait appel à un avocat. Et à ma connaissance, aucune poursuite pénale, aucune instruction n'a été diligentée à l'encontre de monsieur Kant au sujet d'une quelconque maltraitance ou d'une quelconque violence. Nous avons été accusés de maltraiter la grande alors qu'elle avait 9-10 ans. Vous vous doutez bien que s'il y avait eu un réel problème, il se serait inquiété également du nourrisson ou de cet enfant qui a aujourd'hui 5 ans. Aucune preuve de maltraitance n'est apportée au dossier. Pourtant, le juge s'appuie sur cet argument pour maintenir Justine loin de son père. Pour Bruno et Aurélie, ce combat judiciaire est une épreuve. Vous ressentez quoi? De la douleur et oui, de l'humiliation d'avoir été mise de côté, puisque je n'ai jamais été convoquée par le juge, sauf une fois, où on m'a mis au coin en me disant que j'avais pas le droit de m'exprimer sur la totalité de ce qui venait d'être dit, donc ce qui veut dire en gros fermez-la. Voilà. J'aimais Justine, je faisais des choses avec elle, on avait parfois, c'est vrai, des relations un peu conflictuelles et difficiles, et il n'empêche qu'elle m'aimait quand même, sinon je pense pas qu'elle m'aurait fait un petit pot avec mon nom marqué dessus et des cœurs partout. Pour moi, c'était comme si elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Depuis des années, Bruno a tout tenté. Il a écrit au président de la République et entamé une procédure pour obliger le juge à le recevoir. L'audience qu'il réclame depuis des mois doit avoir lieu cet après-midi au tribunal de Nanterre. Bruno va enfin apercevoir sa fille pendant quelques instants. Ça fait quand même 2 ans et demi que
la relation est complètement rompue, qu'elle n'a manifestement pas la moindre nouvelle de nous, ce sera au moins l'occasion de lui faire comprendre que je me bats toujours et que je l'aime. Une fois encore, Bruno va demander au juge que sa fille revienne à la maison. Il est 14 h, l'audience va bientôt commencer, nous ne pouvons pas la filmer. 1h30 plus tard, Bruno sort du tribunal. J'ai pu constater qu'elle a beaucoup grandi, qu'elle a changé. Et là maintenant, j'attends de pouvoir dialoguer, échanger, communiquer rapidement avec elle. Petite victoire, Bruno devrait prochainement voir son droit de visite et de correspondance avec Justine rétabli. Le délibéré de cette décision aura lieu le 30 juin. C'est une porte qui s'est entrebâillée. Le cas de Bruno n'est pas un cas isolé. En France, des milliers de familles vivent le même cauchemar. Gérard Faure, vice-président de l'association Respect des familles, vient en aide à ses parents bien souvent désemparés. Ce ne sont pas des petits cas isolés. Il y a en France 136 000 enfants placés dans des familles d'accueil. 50% de ces cas, c'est-à-dire 72 000, sont des placements clairement abusifs. C'est-à-dire, c'est quoi abusif? Abusif, c'est-à-dire que le placement ne devrait pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement un danger à la maison. C'est-à-dire que les parents ont toujours des capacités éducatives. Gérard vit le même déchirement que Bruno. À 55 ans, cet homme a derrière lui une brillante carrière de cadre bancaire. Mais surtout 11 ans de combat contre les services sociaux et contre des juges pour enfants pour retrouver ses deux filles, Charlotte et Pauline. Ça, c'est la dernière photo que j'ai prise de mes filles avant leur placement en août 97. C'est celle à laquelle je tiens le plus. C'est pourtant Gérard qui, en 1997, demande le placement de Charlotte, 7 ans, et Pauline, 10 ans, en famille d'accueil. À l'époque, son épouse Maryse, dépressive, est devenue dangereuse pour les petites. Elle les maltraite en les battant. Le juge autorise Maryse à rendre visite à ses enfants à condition de se soigner. Après 3 mois passés en clinique, Maryse est guérie. Elle se présente aux services sociaux pour revoir ses filles. Le 13 mars, elle est convoquée par une assistante sociale à midi, c'était le vendredi, qui lui explique en 2 mots qu'elle ne verrait plus ses filles, qu'il n'était pas question qu'elle les revoie. Enfin, elle lui a coupé absolument tout espoir, contrairement à la décision prise par le juge. Maryse écrit alors une lettre d'adieu et met fin à ses jours. Elle a pris tous les médicaments qu'elle a trouvés, elle en a fait une sorte, un bol complet, et elle a absorbé. Donc là, elle s'est donné la mort volontairement. Parce que, comme elle l'a écrit sur sa lettre, elle ne pouvait plus revoir ses filles. Maryse décédée, le risque de maltraitance n'existe plus. Il n'y a donc plus aucune raison pour que les filles de Gérard restent en famille d'accueil. Pourtant, 11 ans plus tard, après avoir remué ciel et terre, Gérard n'a toujours pas obtenu gain de cause. Charlotte, sa fille cadette, est toujours placée en famille d'accueil. Pauline, l'aînée, est revenue vivre chez lui en 2002. Elle a 15 ans lorsqu'elle demande à revenir à la maison. On est tombé sur un juge extraordinaire qui s'appelle IBC à Paris. C'était une de ses dernières affaires puisqu'il est en retraite maintenant, qui, contre l'avis des services sociaux de Paris et de l'Ardèche, a tapé du poing sur la table et a dit il n'y a aucune raison de laisser l'enfant comme ça, loin de sa famille. Mais avant d'obtenir ce jugement, le père et la fille correspondent clandestinement pendant 6 mois pour échapper à la censure des services sociaux. On a mis au point tout un système pour qu'elle revienne à la maison. On savait très bien que ce serait difficile, on savait très bien qu'il y aurait de l'opposition en face. Alors on a établi un système de correspondance, des mots secrets dans des lettres, des choses comme ça. Et j'avais même mis au point quelque chose qui m'aurait valu 3 ans de prison, c'est-à-dire tout un scénario d'enlèvement, qui était parfaitement au point. Mais, en accord avec Pauline. On l'a fait ensemble. Aujourd'hui, Pauline a 21 ans. Elle vit dans la région de Nevers. Gérard fait régulièrement le voyage depuis Paris pour aller la voir. Bonjour ma fille. Pauline a tenu à nous parler de cette épreuve qui aurait pu détruire sa vie. Depuis quelques années, elle a décidé de renouer le lien familial. Une démarche difficile, car la famille d'accueil critiquait systématiquement Gérard auprès de ses filles. Il le dénigrait, donc c'était oui, la phrase clé qui revient souvent, c'est « votre père, il a tué votre mère ». Il y avait de la diffamation totale.
sur ce qu'ils ont dit. Moi, ils me disaient que mes filles ne voulaient plus me voir. Donc de ce côté-là, c'était clair, c'est les services sociaux qui me le disaient. Bon, les filles ne veulent plus me voir, point final. Donc c'est vrai que quand on nous dit ça en permanence, il arrive un moment où on ne sait plus, on ne sait plus ce qui se passe. En 2005, Gérard porte plainte pour manipulation mentale. La justice ne donne pas suite. Longtemps, Pauline en veut à son père. C'est pourquoi elle a mis des années avant de vouloir rentrer chez lui. Mais sa famille d'accueil multiplie les privations et les humiliations. Et un beau jour, Pauline n'en peut plus. Elle me disait que de toute manière, j'étais mauvaise à l'école, donc je redoublerais ma seconde. Et ensuite, j'irai en BEP, ils ne voudraient même pas de moi et que je finirais à l'asile comme ma mère. Aujourd'hui, Pauline s'est reconstruite. Elle a acheté cette pouliche qu'elle a entrepris de dresser et envisage de travailler avec les chevaux. Elle s'en est tirée toute seule, elle a pu se battre toute seule, elle s'est organisée toute seule, elle a fait sa vie toute seule. Mais l'essentiel de sa vie, pour en arriver là, c'est elle qui l'a fait. Et c'est vrai, je suis très fier. De retour sur la tombe de Maryse, son ex-femme, Gérard estime que ce drame aurait pu être évité. En 2005, il a porté plainte pour homicide involontaire contre les services sociaux. Une plainte tombée aux oubliettes, classée par la justice. Gérard n'a pas revu Charlotte, la petite sœur de Pauline, 15 ans, depuis 7 ans. La mort de sa femme n'a servi à rien. Et ça n'a fait réfléchir personne. Tout le monde s'est dégagé de sa responsabilité. Personne n'a voulu regarder les choses en face. En aidant des familles qui vivent comme lui des placements judiciaires abusifs, Gérard tient la promesse qu'il a faite à Maryse sur son lit de mort. Elle était là, elle avait les yeux mi-clos, la bouche un peu ouverte. Elle me disait un peu continue à te battre. Moi j'ai fini, je suis fatigué. Voilà. C'est ça que j'ai ressenti avec elle, c'est pour ça que je continue à me battre. Et j'ai pas fini de me battre.